est le youtubeur qui cartonne sportif de haut niveau. Il détient le record de France du développé couché. Il a été 3 fois champion d'Europe. Je suis heureux d'accueillir un vrai phénomène. Baptiste Marchais, bonjour. Bonjour, merci, c'est assez élogieux comme présentation. C'est la vérité, je dis quelque chose de faux dans ce que j'ai Non, c'est vrai. Enfin, quand vous dites c'est un vrai phénomène, bon là c'est une appréciation particulière. Ah oui, on va le découvrir au fur et à mesure, et les téléspectateurs vont le découvrir, sont d'accord avec moi. Le développé couché, en anglais, bench press. Tout à fait. D'accord, toujours, est un exercice, c'est un sport de force, et là, c'est un exercice de musculation qui est spectaculaire. On peut parler déjà de premier phénomène, avec pour vous de vrais records. Oui, tout à fait. Ouais. C'est un exercice qui est, en vérité, déjà c'est un exercice qui fait partie d'une discipline un petit peu plus large qui s'appelle en français la force athlétique, mais plus communément on appelle ça le powerlifting. C'est un dérivé ou un cousin de l'haltérophilie. Et après, en fait, vous avez le choix, comme en athlétisme, par exemple, vous avez des gens qui font du lancer de poids, d'autres du lancer de javelot, puis il y a des gens qui font plusieurs épreuves, mais vous avez le choix de vous spécialiser. Moi, je suis spécialisé dans un des mouvements qui est le développé couché. Le développé couché, et votre record, 235 kilos ? Mon record en compétition, 235 kilos, tout à fait, au championnat d'Europe en 2019. Donc, comment ça se présente physiquement ? Là, on ne peut pas le faire, évidemment. Mais globalement, comment c'est développé couché, c'est quoi exactement ? Je pense qu'il y a une grande partie de votre public qui connaît, parce que c'est l'exercice vraiment le plus pratiqué dans les salles de musculation, parce que c'est un exercice qui est pratiqué comme assistance pour simplement, que ce soit la culture physique ou juste quand vous vous préparez pour d'autres sports. Donc, c'est vraiment l'exercice le plus courant. Là, il est fait dans des conditions de compétition, donc avec des règles d'arbitrage particulières. C'est un exercice où vous êtes allongé sur un banc, on vous passe la barre, donc vous avez la barre à bout de bras, mais vous êtes allongé. Il faut descendre en bas, l'arbitre vous dit de partir, et ensuite il faut la relever tout simplement. Donc c'est une répétition la plus lourde possible, dans les règles, bien sûr. Vous avez 3 arbitres autour de vous qui regardent votre positionnement, tout ça, bien sûr, il y a des règles strictes. Et ensuite, le classement se fait avec celui qui a fait la rep la plus lourde pour sa catégorie de poids. J'ai voulu m'entraîner avant que vous arriviez, et j'ai regardé, ça se voit, c'est sympa, et j'ai découvert qu'en gros, si j'arrivais à 70 kilos, ça serait magique. Ça dépend combien vous pesez. Oui, c'est peut-être un petit peu indiscret, mais je veux dire, dans le milieu sportif, c'est pas indiscret de demander le poids de quelqu'un, hein, vous imaginez bien. Donc en vérité, en fait, tout dépend de votre poids de corps. Et en fait, vous pouvez d'abord, la première étape, c'est d'arriver à soulever son propre poids de corps. C'est déjà une étape, évidemment. Et après, vous avez des paliers, quoi. C'est-à-dire le palier des 100 kilos, le palier des 120 kilos. Vous voyez, c'est des paliers qui sont plus psychologiques qu'autre chose, mais ça vous permet d'avoir un ordre de progression. 235 kilos, c'est déjà quand même. 235 kilos, on est déjà sur un palier qui est un petit peu plus loin, mais il y a toujours mieux, oui. Sport spectaculaire, c'est vraiment spectaculaire dans le sens premier du terme, et pourtant, c'est un sport qui est aujourd'hui zéro médiatisé, et il n'y a pas de véritable reconnaissance de ce sport. En France. On est bien d'accord, en France. En France, comment vous expliquez cela en France ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Déjà, il faut se comprendre qu'en France, globalement, on n'a pas plus du tout la culture du sport. On ne met plus du tout en avant le sport parce qu'en fait, vous dites c'est un sport qui n'est pas médiatisé, mais typiquement, si je vous dis c'est qui le meilleur Français en lancer de javelot, vous n'en savez rien du tout. Donc en fait, eux non plus ne sont pas plus médiatisés. Pourtant, c'est de l'athlétisme, c'est aux Jeux Olympiques. Et bon, vous voyez, c'est pareil pour certaines disciplines. Si je vous dis l'équipe de water-polo, vous ne pouvez pas me citer un seul des athlètes. Bon, ça se trouve, ils font, je sais pas, je connais pas, mais ça se trouve, ils font de très bons résultats, vous voyez. Donc, déjà, globalement, on met plus du tout en avant les sportifs français, de base. Excepté certains qui rapportent énormément d'argent, comme les footballeurs, tout ça. Donc là, on va les mettre en avant, mais parce que c'est vraiment commercial. Mais à partir du moment où il n'y a pas tellement d'argent à se faire, ça n'intéresse pas l'État. Et si ça n'intéresse pas l'État, on reste dans l'ombre. Ensuite, pour ma discipline en particulier, c'est une discipline qui a quand même une dimension très virile. Vous voyez, dans l'image, pas forcément dans la pratique, mais dans l'image, il faut quand même des musculatures très développées. Même dans les petites catégories de poids, ça reste un exercice, voilà. Le culte de la force, c'est quelque chose qui est intrinsèquement viril, hein, forcément. Donc ça rapporte, je pense, à des mœurs qui aujourd'hui ont complètement évolué et qui sont plus au goût du jour, quoi. L'homme fort, c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on va mettre en avant aujourd'hui, vous voyez. Il suffit de regarder... je dérive un petit peu, mais si vous regardez typiquement les pubs de rasage, vous voyez, c'est tout bête. Je prends cet exemple parce que si vous prenez des pubs de rasage d'il y a quelques années, le rasoir, la barbe, c'est un élément très masculin. Donc on avait des hommes très masculins à la mâchoire carrée, très musclée. Puis aujourd'hui, les pubs Gillette, c'est des mecs de 50 kilos avec des cheveux bleus qui ont une rencontre amoureuse homosexuelle. Dans la pub, hein, c'est pas moi qui caricature. Donc voilà, on n'est plus dans le standard.
Donc on est relégué un petit peu c'est le fond de la classe, quoi. Est-ce qu'il y a peut-être des explications aussi, on se dit, tout ça c'est plus très naturel. Ils s'aident, ils se construisent. En fait, je crois que le sport à haut niveau, ça n'est pas naturel. C'est-à-dire que, votre corps a les capacités physiques de le faire, donc ça très bien. Mais je veux dire, dans la nature, vous n'allez jamais vous spécialiser autant parce que dans l'homme, dans son état naturel, il doit être polyvalent. Vous voyez, le sprint, typiquement, courir 100 mètres en 9 secondes, c'est pas naturel. Dans la nature, courir, c'est important, mais être spécialisé et ne faire plus que ça pour courir en 9 secondes et atteindre la vitesse d'une autruche, vous voyez, c'est pas spécialement naturel. C'est l'esprit Coubertin, contrairement à ce qu'on croit, parce qu'en fait, l'esprit Coubertin, aujourd'hui, on utilise l'expression en disant il faut avoir l'esprit Coubertin. Et en fait, on dévalue l'expression de son sens originel qui est Coubertin qui se battait contre l'hygiénisme sportif. C'est-à-dire, vous avez les deux voies. L'hygiénisme sportif, c'est dire je fais du sport et je suis un petit peu polyvalent pour être en bonne santé. Coubertin, c'est non, je me développe dans le haut niveau pour faire de la compétition. C'est l'instigateur des nouveaux Jeux Olympiques, etc. C'est-à-dire on prend l'élite de l'élite de l'élite, on épure jusqu'à avoir la crème de la crème dans un domaine et on les fait s'affronter. Donc mon sport, finalement, il n'est pas plus ou moins naturel que tous les sports de spécialité. Alors peut-être un autre axe, c'est peut-être qu'un sport qu'on ne peut pas décider quand on est gamin, ou que les parents auraient des difficultés à décider quand on est gamin. On fait du football, on peut faire du handball, on peut faire du rugby si on est un petit peu... on a un physique pour le faire. Encore que faire de l'haltérophilie, c'est peut-être toutes ces formes de sport de force, peut-être plus tardif, c'est-à-dire c'est vraiment à l'âge de l'adolescence, voire même au début de l'âge adulte? Non, ça c'est en France. C'était votre cas. Oui, mais moi c'est parce que je l'ai découvert à l'adolescence. En fait, c'est tout le problème. Là, on prend le problème à l'envers. C'est-à-dire, comme le sport n'est pas médiatisé, pas mis en avant, quand vous êtes jeune, vous n'y avez pas accès, tout simplement. Vous ne savez pas que ça existe. Si moi, certes, je ne peux pas m'avancer, évidemment, mais moi, quand j'ai découvert ce sport, je l'ai découvert à 15 ans, ça m'a paru comme une évidence que c'est ce que je voulais faire. Mais avant ça, je ne le connaissais pas. Sauf que vous avez un kiné qui dit que vous êtes déterminé, finalement, physiquement, vous faites du sport de combat, vous faites de la boxe, et il dit que vous pouvez faire de la muscu. Mais oui, ça, il me donne le conseil de faire de la muscu dans le cadre de ma prépa de boxe. C'est pas là, il me conseille pas de faire de la force. C'est juste qu'en fréquentant les salles de sport, ça me donne l'occasion de rencontrer ces athlètes-là. Mais si vous allez dans des pays dont on parlait, qui sont les plus grands pôles, on va dire, au niveau de l'haltérophilie et du powerlifting, c'est-à-dire les pays de l'Est ou les USA, ben là, on pratique dès très jeunes. Ou même en Chine, pour l'haltérophilie, on pratique dès très jeunes. Au Texas, qui est un État où je vais me préparer pour des compétitions régulièrement, c'est un sport qu'on pratique à l'école à partir du collège. Vous voyez, en Russie, c'est pareil. Les athlètes, on les prend très jeunes. Et en Chine, j'en parle même pas, à partir de 6 ans, s'ils sont ils sont prévus pour faire de l'haltérophilie, entre guillemets, et bien à partir de 6 ans, c'est parti, on commence à travailler l'haltérophilie. Donc en vérité, non, on peut démarrer jeune, c'est juste qu'en France, on n'en a pas l'occasion. Et qu'est-ce qu'il faut pour faire ce sport-là? Il faut de la motivation, il faut de la discipline. Ouais. Est-ce que c'est un sport qui prend du temps? Je pense que ça fait partie des sports. Alors c'est un petit peu, encore une fois, comme tous les sports de spécialité vraiment, où vous êtes sur la performance pure. Il faut vraiment prendre ça à part des sports d'équipe, vous voyez. Quand vous faites de ce que je fais, du développé couché, ou quand vous faites du saut en hauteur, ce genre de choses, vous êtes dépendant d'une performance qui va se jouer, pour moi, aux 500 grammes près, pour quelqu'un qui fait du saut en hauteur au centimètre, etc. Donc là, on est dans la minutie, dans le réglage. Vous démarrez, il faut être extrêmement déterminé, déjà, c'est sûr. Et puis, il faut être extrêmement discipliné parce qu'en fait, vous allez devoir régler petit à petit les choses de votre vie pour coller le plus à votre discipline. Au début, il va falloir s'entraîner régulièrement et correctement, trouver un préparateur, faire des prépas qui sont très difficiles. Très bien, vous avez fait le numéro 1. Ensuite, il va falloir régler votre diète. Bon, très bien. Maintenant, il va falloir manger ce qu'il faut, s'hydrater et tout. Puis ensuite, calculer vos heures de sommeil et ainsi de suite. Ensuite, faire vos soins, ostéo, vos étirements, etc. En fait, vous rajoutez. À la fin, plus vous montez en niveau, plus vous devez rajouter de choses. À la fin, vous devez vivre, entre guillemets, en partie pour ça. C'est-à-dire que moi, le sport dans ma vie, c'est d'abord le sport, ensuite le reste. Le reste, on va en parler quand même un peu, parce que c'est le coach, c'est-à-dire l'entraîneur de musculation, et puis, de fil en aiguille, semble-t-il, le youtubeur, celui. Bah là, du coup, oui, de fait, mais c'était pas prévu. Et c'est donc là le youtubeur qui cartonne et qui devient un véritable phénomène, parce que finalement, on associe à Baptiste Marchais pendant 10 ans, 12 ans, le mot développé couché. Et puis aujourd'hui, on y associe cigare. Ouais, c'est vrai. Je vois que pour un sportif, c'est autorisé.
Ah, mais de toute façon, tout est autorisé. Après, c'est à vous de dealer, entre guillemets, avec ça. Hein. D'accord. Et les entrecôtes. Ça, c'est... ça aussi, oui. Et entrecôtes. C'est pareil. Est-ce que ce personnage que vous avez construit, vidéo après vidéo, et qui, une nouvelle fois, sont un vrai succès, est-ce que c'est un personnage que vous avez façonné, un acteur, ou est-ce que c'est vous ? Non, franchement, très honnêtement, et je pense que les gens qui sont venus sur la chaîne ou qui me connaissent de l'extérieur et tout peuvent vraiment en témoigner, je ne crois pas avoir fait de personnage. Il y a des traits qu'on grossit pour la chaîne, parce qu'on crée une ambiance, etc. Et aussi parce qu'en vérité, par exemple, prenons vous, Martial, vous êtes présentateur sur TV Liberté, etc. Vous n'êtes pas que ça, peut-être que vous avez une passion, je dis n'importe quoi, peut-être que vous faites du badminton, vous voyez. Si vous faisiez une chaîne où vous ne parliez que du badminton, on se dirait... Non mais je dis au pif. C'est sympa l'image que vous... Oui, non mais je sais pas, j'ai dit un sport comme ça qui soit neutre. Non, vous n'avez pas dit rugby, quoi. Oui, mais du rugby, bon, voilà. Bon, peu importe, mais en tout cas, si vous faisiez une chaîne où vous parliez que de ça, on dirait Martial Beat, le joueur de badminton, etc. Et le badminton, c'est pas toute votre vie, est-ce que c'est pas un personnage, etc. Vous direz, oui, mais il y a aussi Martial de tout le reste, c'est juste que là, la chaîne elle est dédiée à ça. Là, il se trouve que sur ma chaîne, ça s'appelle Bench and Cigar, donc on parle de fête, de bench, de cigares, et puis un petit peu de tout ce qui va autour. Évidemment, je suis autre chose, je n'existe pas que par ça. Mais ce que je montre, en tout cas, c'est une vraie part de moi réelle, sans tricher. Oui. Le cigare, je précise, hein, c'est tout simplement des détecteurs de fumée dans l'ensemble du studio, je précise. Donc ça a été, je fais un fumage accru, c'est déjà ça. Voilà. Votre univers, on le découvre avec vos vidéos, c'est ce que vous appelez l'ambiance de salon, c'est le terme que vous utilisez, la bouffe, les potes. Alors, la bouffe tout d'abord. Là, elle prend une place importante. Pour juger de son importance, d'ailleurs, quelques titres de vos vidéos. Repas de seigneur, on fabrique des saucissons. Des saucisses, pardon. Des saucisses, oui. On distille notre propre alcool. On déguste des armagnacs, etc., etc. C'est quoi? Ça veut donc dire pour vous, qu'est-ce que vous voulez dire? Que c'est la gastronomie française qui doit être à l'honneur parce qu'elle représente la tradition? Est-ce que c'est ça l'axe? Ou c'est de dire les 5 lettres aux véganes, que c'est pas ça la vie? L'un n'empêchant pas l'autre. Il faut quand même réfléchir 5 minutes à la question, parce que je sais, disons que je l'ai fait, et ensuite, je réfléchis à ce que ça voulait dire. Vous voyez, c'est sorti un petit peu naturellement, et ensuite, il faut que je réfléchisse à pourquoi j'ai fait ça. Vu qu'il n'y avait pas, comme je vous dis, comme il n'y a pas de mise en scène, entre guillemets, ce que vous voyez à l'écran, en vérité, c'est ma vie, de avant YouTube. Évidemment, je ne mange pas des repas de seigneur tous les jours comme sur la chaîne, c'est évident, mais des repas comme ça, j'en ai fait des tonnes qui n'ont pas été filmés, et c'est comme ça. Donc derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que ça veut dire déjà que oui, vivre, être dans le vécu terrestre, entre guillemets, ça, c'est important, je pense. Vous voyez, je ne pense pas que ce soit moins important que d'être dans le spirituel ou l'intellectuel, je pense que c'est tout aussi important et qu'il faut y accorder une part. Je pense, quand vous parlez du côté tradition, effectivement, en vérité, c'est plus l'opportunité. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire il faut manger que français, que la gastronomie française, etc. Évidemment, seulement, moi, pour quelqu'un comme moi, qui est un gourmet, je suis un vrai gourmet, je me considère comme ça en tout cas. Parce que vous voyez, je fais des repas, vous ne me voyez jamais manger des saloperies ou ce genre de choses. C'est toujours de bons produits. Donc, pour quelqu'un comme moi qui est un vrai gourmet, c'est quand même une chance incroyable d'être né en France, vous voyez. Moi, je côtoie énormément d'athlètes étrangers, j'ai des amis qui sont polonais, etc. Ils ont une gastronomie qui est extrêmement réduite, il y a des choses très bonnes là-bas, vous avez vite fait le tour, vous voyez. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir tout ça, et bien oui, il faut en profiter. On est un des derniers endroits, je pense, sur la planète où on peut encore trouver vraiment des produits excellents dans à peu près tous les domaines. Il y a la qualité, mais il y a aussi, quand même le dire, la quantité. C'est énorme, dirait Lucchini. Oui, c'est gros, mais déjà, les personnes que j'invite, c'est un format particulier dont vous parlez, là, c'est le format que j'ai fait qui s'appelle les repas de seigneur. C'est un format particulier où j'invite des personnes qui rentrent aussi dans un certain standard, et donc qui sont en général des gros gabarits, des hommes qui sont vivants. Donc derrière, il faut les nourrir. Hein. Moi-même, j'ai un régime hypercalorique là, qui est lié à mon sport, donc j'ai un estomac qui est quand même capable de manger de grosses quantités. Donc j'en profite et je l'exagère un petit peu pour les repas de seigneur parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fait un produit qui est visuel, hein, c'est-à-dire que quand vous dégustez un très très bon armagnac comme je fais sur la chaîne, vous savez qu'il est très très bon, mais ça ne transparaît pas pour les gens, vous voyez. Donc derrière, il faut faire quand même quelque chose de visuel. Quand ils voient la quantité de nourriture, que c'est bien présenté, tout ça,
bon, ben déjà, ça les met plus dans le... Ils comprennent plus ce qu'on est en train de vivre, ils partagent mieux le moment, je trouve. Il y a un moment quand même où même Papacito, quand il voit arriver l'équivalent de 3 canards en entrée, Lui, ça le surprend, ouais. il est quand même un peu somaqué, c'est le cas de le dire. Ben parce que c'est pas tous les jours qu'on vous reçoit comme ça, vous voyez. En fait, je pense qu'il y a une époque où c'était un petit peu plus courant. Aujourd'hui, bon, on a moins l'habitude, donc ça surprend toujours un petit peu. Après, les gens, maintenant, ils savent un petit peu, quand ils viennent, voilà, comme il le dit, Johan Duopa, qui est un boxeur très, très connu que j'ai invité, quand il est arrivé, il a dit « t'as ta réputation, donc on sait à quoi s'en tenir ». Donc maintenant, les gens savent un petit peu quand ils viennent qu'il vaut mieux pas avoir mangé le matin. C'est pas un pied de nez au vegan, c'est pas en disant « c'est mon canard contre ton quinoa ». Mais pas du tout. D'ailleurs, vraiment, là, pour le coup, je suis vraiment en opposition avec ça. Je n'ai parlé des véganes qu'une seule fois sur ma chaîne, une seule fois. Et c'est parce que mon interlocuteur en a parlé, sinon je n'ai jamais parlé d'eux. Moi, je n'existe pas par rapport à eux. En fait, le problème de ça, de cette réflexion, c'est que moi, chaque fois que je poste de la viande, chaque fois que je fais un repas avec de la viande, il y a toujours quelqu'un qui va dire « Ah oui, les véganes en PLS, ça. » Mais si vous pensez aux véganes chaque fois que vous mangez de la viande, alors ils ont gagné. Moi, je pense pas à eux quand je mange de la viande. C'est moi qui suis naturel, c'est pas eux. C'est moi qui fais quelque chose de naturel. C'est eux qui sont bizarres, entre guillemets. Donc je veux dire que eux, ils y pensent, mais très bien. Mais, vous voyez, chaque fois que vous mettez un pied devant l'autre, vous pensez pas aux unijanvistes. Non mais, donc moi, je n'existe pas par rapport à eux, je leur réponds pas. Et surtout, ces gens-là, faut bien comprendre, ces gens-là n'existent pas. Quand je dis qu'ils n'existent pas, c'est-à-dire qu'ils existent, mais c'est un épiphénomène. C'est des gens qui représentent un pourcentage tellement infime de la population, mais qui ont pris... sur le plan, surtout sur Internet, etc., ils ont pris place dans les débats, tout ça. Mais si chaque fois qu'on parle de bouffe, on parle d'eux, ils ont gagné. Ils sont 0, je sais pas combien de pourcents. Et ils arrivent à faire que tous les mangeurs de viande de France, c'est-à-dire 68 millions de Français, parlent d'eux. C'est pas normal quand même. La bouffe, l'amitié. Alors là, ça prend une place importante. Une des premières vidéos cultes maintenant, hein, c'est avec votre ami Tengo. Et là, vous êtes dans une piscine, vous faites un exercice de cryothérapie avec 200 kilos de glaçons dans lequel vous allez plonger pendant plusieurs minutes. Voilà, je pense à Tengo, je pense à Papacito. Je pense aussi à Christopher Lann, qui fait la petite histoire. Qui viendra sur la chaîne prochainement. Est-ce que ça, c'est important aussi, l'amitié? C'est un signe fort envoyé aussi, hein. L'amitié, c'est... C'est extrêmement important. Pour moi, ça représente une bonne moitié de ma vie, je pense, facilement. C'est-à-dire que l'amitié, ça me représente plus que le cigare, à mon avis, vous voyez. L'amitié, c'est... L'amitié entre hommes, parce que je vais parler de ce que je connais. Je pense que pour les femmes, c'est très différent. Après, je ne suis pas non plus un spécialiste de la sociologie féminine, mais en tout cas, c'est quand même, elles ont un rapport à l'amitié qui est quand même très différent. Mais l'amitié entre hommes, la vraie, qui est quelque chose de rare et qui se perd, je pense aussi, et c'est logique, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Moi, j'ai des amis qui sont comme une fratrie, vraiment. J'ai des gens sur qui je peux compter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui sont dévoués et à qui je suis dévoué. Et en vérité, je n'aurais pas été là où je suis sans eux. Et la chaîne, elle s'est faite aussi grâce à des copains. Parce que les moyens, tout ça, ça a été mis en œuvre par des gens qui m'ont aidé parce que c'est mes amis. Et avoir un groupe solide comme ça, uni, avoir des gens avec qui vous partagez, avec qui vous pouvez avoir de vraies discussions, mais on n'imagine pas à quel point c'est important. On n'imagine pas. Aujourd'hui, attendez, avec l'époque qu'on vit là, aujourd'hui, si on peut pas rigoler entre potes, mais on se suicide en fait. Enfin moi perso, là, ce serait la déprime, hein, vraiment. Tous les jours de ma vie, j'ai au moins un fou rire avec un copain. Tous les jours de ma vie. Ça me permet d'être heureux malgré tout ce qui se passe. Et ça vous donne aussi des ouvertures, le goût de l'histoire, par exemple. Est-ce que c'est Papacito ou c'est Christopher Lann ou aucun de ces deux-là qui vous l'a donné, ce goût de l'histoire? Non, c'est plus l'inverse. C'est plus parce que j'avais le goût de l'histoire que j'ai été vers eux. C'est eux qui... Christopher Lann, moi, je suis fan de son travail, il le sait, j'essaye de le mettre en avant autant que possible. J'adore ce qu'il fait dans la petite histoire. J'ai beaucoup de gens que j'ai ramenés vers eux, justement. Moi qui suis déjà passionné d'histoire, et j'ai un petit peu ce côté prosélyte, j'essaye de convertir, vous voyez. Donc, Christopher Lann, c'est une machine de conversion pour que les gens deviennent amoureux de l'histoire de France. Mais non, c'est quelque chose qu'on partage. Donc quand on partage une passion, très vite on en parle et on s'associe. Vous êtes un bon professeur d'histoire parce que vous dites en gros, voilà, l'histoire de France, c'est Game of Thrones multiplié par 1000. Voilà, ça, moi, c'est clair. On m'a beaucoup reproché cette phrase dans cet entretien que j'ai donné. Alors que moi je reviens pas dessus, je justifie, je l'ai dit dans un contexte. J'ai dit que les gens se passionnaient pour des univers comme Game of Thrones et tout. Moi j'aime beaucoup aussi, hein, j'ai beaucoup d'affect pour l'heroic fantasy. Ils se passionnent pour des univers comme Harry Potter, Game of Thrones, tout ça.
alors que sans connaître l'histoire de France, tandis qu'il y a déjà tout un univers développé, un lore extrêmement complet dans l'histoire de France, et qui en plus est quelque chose de plus proche d'eux. Et donc, je trouvais étonnant que voilà, qu'on se passionne vers ces univers-là sans avoir fait d'abord la démarche de se passionner pour son propre univers qui est tout aussi riche et complet. Et c'est ma façon de parler, j'ai dit Game of Thrones, l'histoire de France, c'est Game of Thrones fois 1000. Dans les situations, les retournements, les batailles, les changements de pouvoir, tout ça, les histoires, effectivement, Game of Thrones, ça reste une dizaine de livres. L'histoire de France, c'est 4000 ans d'histoire. Hein. Alors Marchais, c'est donc le bench, la lecture, l'histoire, la bouffe, les amis, les cigares. Le cigare, on l'a bien vu, c'est le cigare de cow-boy. Hein, c'est le cigare de cow-boy. Du cow-boy, c'est un peu ça, non? Ah, je sais pas. J'ai plus lui qui a plus le droit à la cigarette, mais enfin bon, le cow-boy, il devait avoir ça. Je sais pas, parce que j'ai plus de... Enfin, on fume plus de cigares ici qu'aux États-Unis, je pense, quand même. Est-ce que vous n'avez pas peur, finalement, d'être quand même caricatural? D'ailleurs, vos détracteurs disent que c'est une caricature. Ouais, mais je le prends, enfin, ça me dérange pas. En vérité, je prends le pied d'être une caricature. En montrant que cet aspect-là de ma personnalité sur ma chaîne, je prends la posture d'être une caricature, mais c'est pas grave, puisque tout est une question de standard, en vérité. Il existe des caricatures de l'inverse de moi qui sont extrêmement médiatisées, qui sont extrêmement mises en avant. Ces gens-là sont des caricatures. On en voit tous les jours des caricatures à la télé. On s'en rend moins compte parce que comme par le nombre, ça devient la norme. Mais finalement, si on les comparait à ce qui existe, comme on disait pour les vegans, ça, dans la vie de tous les jours, c'est des caricatures. Donc, moi, je m'inscris dans un paysage audiovisuel d'Internet qui est déjà existant. J'arrive en 2020, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Je prends un créneau et je dis, voilà, ça n'existe pas. Moi, c'est une partie de ce que je suis, et bien je me place là, histoire de montrer à des gens que oui, ça aussi, ça existe, vous voyez. En fait, c'est en voyant l'extrême de chaque côté que vous pouvez vous positionner. Moi, je prends le pied d'être un des extrêmes et de faire un travail, entre guillemets, un petit peu de soft power et de dire, regardez, cet exemple-là existe, je préfère que vous vous en rapprochiez plutôt qu'un autre. Et ça marche pour des centaines de milliers de personnes. J'ai trouvé quand même une contradiction dans vos propos. Très bien. Et je tenais à vous la soulever. Mes racines, si j'ose dire. Mes racines et mon esprit sont en France. Oh, ça, c'est joli, c'est beau, c'est remarquable. Vous cultivez l'esprit français, la défense de l'esprit français. Vous êtes bienvenue à TV Liberté. Mais d'un seul coup, vous dites aussi, moi, j'ai qu'une idée, c'est de fuir, de me tirer au Texas. Le Texas, terre d'immigration, dans les États-Unis de Joe Biden. Ben voilà. Pourquoi? C'est ça la question? C'est pourquoi je veux faire ça? Mon esprit est français, j'ai envie d'aller au Texas, terre d'immigration, dans les États-Unis de Joe Biden. La terre d'immigration dans les États-Unis de Joe Biden, c'est pas une phrase de moi, on est d'accord? Non, oui, c'est une extrapolation. C'est le côté un peu américanoïde quand même. Alors, bon, là, moi, il se trouve que c'est le Texas, mais j'aurais pu aller ailleurs. C'est pas là, moi, si je vais au Texas, c'est pour des raisons très personnelles, qui sont le fait que pour mon sport, c'est le meilleur endroit. J'ai mon coach qui vit là-bas, j'ai déjà une communauté là-bas parce que je me prépare régulièrement pour les compétitions et le mode de vie du Texas me convient. Donc, entre guillemets, c'est faute de mieux, je vais là-bas. Vous voyez. Mais moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est de partir d'ici. C'est-à-dire, là, vous me définissez par le fait de quelqu'un qui immigre aux États-Unis, mais en vérité, non, je suis quelqu'un qui émigre de France, vous voyez, avant ça, en vérité. Non, mais je vais vous prendre un exemple. Ça, oui, mais je dis ça parce que j'ai dit américanoïde, j'ai fait exprès parce que quand quelqu'un vous a traité comme ça, vous l'avez traité, tu fais 30 kilos, t'as pas de culture, t'es un frustré de la vie. Donc je me suis dit, tiens, en lui disant ça, qu'est-ce qu'il va me répondre? J'ai compris que vous aviez envie, parce que ça, effectivement, ce terme m'énerve. Mais bon, là, je vais pas m'énerver. C'est juste que, oui, parce que là, vous, c'est pas la même chose. Vous me dites ça, mais parce que vous prenez un fait bien particulier, vous me dites, c'est parce que tu pars aux États-Unis que tu es ça. Donc là, je l'entends et j'ai ma réponse. En vérité, l'agent à qui je répondais, il me disait, tu es américanoïde parce que tu portes une casquette et que tu fumes un cigare. C'est cette attaque-là que je réfute. C'est-à-dire, moi, si vous allez sur ma chaîne, partout, en description, partout, vous ne verrez jamais écrit l'esprit français, nationalisme français, la chaîne des Français. J'ai écrit ça nulle part. C'est-à-dire que moi, je ne revendique rien. C'est les gens qui m'attribuent, parce qu'effectivement, une part de ce que je montre, c'est la tradition française et tout, et j'ai un certain goût pour ça. Je ne revendique pas être le François le Français, j'ai jamais dit ça. Donc oui, je porte donc cette partie-là, vous revendiquez. Je voilà. comprends qu'on ne respecte pas la France. Oui, tout à fait. Ouais, voilà. c'est vrai. Le gouvernement est nul, il nous pisse à la gueule.
Bon, donc, ça, je pense que vous êtes d'accord avec moi, non? C'est pas le problème, c'est quand même une forme de désamour de la France. Ah, j'ai un désamour total de la France, de ce qu'elle est aujourd'hui. Et quand j'ai dit... Alors, je vais quand même répondre à la question d'avant, et ensuite je vous réponds ça pour le Texas. Donc je disais, moi je pars. Pourquoi je pars? Parce que justement, ça c'est lié à ça. Je déteste l'État français, l'État actuel. Je déteste nos gouvernants, je déteste la politique qui est menée en France et ce qu'on développe. Je suis complètement convaincu qu'on ne peut pas le stopper. C'est-à-dire qu'en fait, l'avion est en train de s'écraser. En fait, nous, on tire comme des dingues sur la manette. Alors, on ralentit un petit peu la chute, mais à la fin, on va chuter. Donc, moi, je suis pour partir, laisser chuter et revenir. Vous voyez? Prenons TV Liberté et le combat que vous menez, qui est éminemment respectable. Vous avez beaucoup d'employés ici, forcément. Enfin, entre guillemets, beaucoup. C'est pas une multinationale, mais je veux dire, il y a beaucoup de monde. Tout le monde est payé, etc. Tout est déclaré. Je pense que vous devez laisser un chiffre aux impôts qui doit être assez important, on est d'accord. Donc en fait, tout le combat que vous menez, c'est très bien, mais à côté, je dis n'importe quel chiffre, peu importe, vous allez donner 50 000 € par an pour des associations LGBT, des migrants, etc. C'est-à-dire pour les autres, en fait, tous les ans. Vous voyez? Et en plus de ça, comme je dis, vous freinez des deux pieds, vous allez faire des actions comme moi je fais, évidemment, parce que c'est viscéral, SOS Calvaire, tout ça, mais en fait, tout ça, le bateau coule, et là, on bouche les trous avec nos doigts comme ça. Mais laissons ces gens se noyer. En fait, on est le dernier rempart entre le gauchisme, d'accord, et ce qu'il a provoqué. Et nous, on est entre les deux, et on essaye. Mais pourquoi faire? Laissons ces gens mourir. Est-ce que vous idéalisez pas le Texas? Je veux dire, non, mais attention, c'est le cigare, les cow-boys, les grands espaces. J'ai dit, faute de mieux. Vous délaissez Dalida pour Dolly Parton? Vous savez que je suis fan de Dalida, c'est pour ça. C'est pas de country, c'est là-dessus. Non, mais ça n'a rien à voir. Si l'État français était comme... si la France était ce que doit être la France, mais je resterais, évidemment. Vous avez vu ce qu'est le Texas? Bien sûr. C'est mieux que la France? À l'heure actuelle, pour y vivre, c'est 10 fois mieux. Alors là, mais la différence entre vous et moi, c'est que moi, j'y vis une partie de l'année, donc je sais de quoi je parle. Vous voyez? C'est-à-dire que, pour vous donner un ordre d'idée, je suis allé au Texas la première fois pour une compétition avec énormément d'a priori, comme vous, je pense. C'est-à-dire, je m'attendais à des groupes looks cow-boy, etc. Je pensais que c'était ça. Peut-être pas vous, mais moi, en tout cas, c'est l'image que j'en avais. J'avais rencontré pas mal d'Américains avec les compétitions, etc., qui m'avaient donné, en général, alors ils étaient sympas, mais j'ai eu quand même l'occasion de rencontrer des mecs qui m'ont donné une sale image des États-Unis. J'ai trouvé tout l'inverse. J'ai trouvé les gens les plus cultivés que j'ai jamais rencontrés aux États-Unis là-bas. Parce qu'il faut savoir quand même qu'ils ont le troisième meilleur système d'éducation des États-Unis. C'est-à-dire que j'ai fait un discours après une compète que j'ai gagnée. La réponse que j'ai eue des organisateurs, c'est « Sans Lafayette et Rochambeau, nous n'existerions pas ». Vous connaissez beaucoup de Français qui connaissent Lafayette et Rochambeau aujourd'hui? Voilà. Vous voyez? Donc déjà d'une. Ensuite, le Texas, c'est un État c'est lié aux États-Unis en 1840, qui avant était indépendant, puis avant appartenait au Mexique et à l'Espagne. Donc c'est un État qui en fait a eu énormément d'influence européenne, et ça se voit dans le style de vie. Un Texan vous dira toujours le Texas c'est pas vraiment les États-Unis, et un Américain vous dira toujours le Texas ce n'est pas vraiment les États-Unis. Tout le monde est d'accord pour dire ça. Il y a une énorme différence entre la culture texane et le reste des États-Unis, mais il faut y être pour s'en rendre compte. Vous avez fait le choix de Dolly Parton contre Dalida, c'est comme ça. Mais à l'heure actuelle, Dalida n'existe plus. À l'heure actuelle, je vais vous dire, oui, j'ai fait le choix de Dolly Parton plutôt que Aya Nakamura. Alors là, sans exception. Dalida n'existe plus, elle est morte, faut s'y faire. Dalida, c'est la France qui n'existe plus. Aujourd'hui, c'est Aya Nakamura, Camélia Jordana. Donc moi, je pourrais vous dire, vous faites le choix de Camélia Jordana plutôt que Johnny Cash. C'est la même chose, en fait. Vous voyez? Vous savez que la country, c'est pas la musique qu'on écoute le plus aux États-Unis, c'est le rap. Je me doute, mais bien sûr, mais... Non, je vous dis ça comme ça. Non, mais vous pouvez essayer de me... Là, je ne sais pas de vous convaincre, j'essaie de... Moi, je vais voir aux États-Unis. Mais en fait, j'ai pas de contradiction, puisque comme je vous le dis, moi, j'attends que cet État meure et je reviendrai sur les cendres. Donc, en attendant, il faut bien que j'aille quelque part, je vais pas aller vivre en pleine mer. Ce qui est le plus pratique pour moi, c'est le Texas, parce que il y a un cadre de vie qui est très agréable, c'est un État très riche où il fait bon vivre, où j'ai déjà une possibilité de développer un business, d'élever des enfants, etc. dans un cadre safe, puisque le Nord Texas a une criminalité très basse. Donc j'ai possibilité de faire beaucoup d'argent, d'être avec des amis, d'être dans un cadre safe avec une bonne école pour éduquer mes enfants, très bien. Une fois que tout ça aura coulé et que tout le monde se sera entretué, s'il faut venir pour faire la guerre, je viendrai. S'il faut venir pour reconstruire, je viendrai. Je ne partirai jamais définitivement. Mais je refuse d'être ici, d'accord? Depuis que j'ai créé ma nouvelle société, je paye des chiffres à l'URSSAF qui sont énormes. Donc je refuse d'être ici, de continuer à me battre contre ceux contre qui on se bat tous les jours pour des gens qui ne le méritent pas, de donner de l'argent à des gens que je combats, etc. Et en fait d'attendre la fin ici. Non, je refuse. Et j'invite tous les Français de notre bord à partir, parce que c'est nous qui tenons la France. C'est nous. En fait, s'il n'y a plus d'Arnaud Beltrame, s'il n'y a plus de Martial Bild, s'il n'y a plus de gens comme ça en France, non mais je vous mets pas sur le même plan, mais je veux dire, vous comprenez, chacun sur son combat. S'il n'y a plus ces gens-là en France, mais combien de temps ils tiennent sans nous? Combien de temps ils tiennent si demain, les travailleurs français, les vrais, partent, donc il n'y a plus leurs impôts,
les militaires, les Français qui se battent dans la rue et les policiers partent, donc il n'y a plus personne pour la criminalité, et les gens qui font encore qui essayent de faire de la culture comme TV Liberté ou d'autres médias partent, mais qu'est-ce qui leur reste sans nous? Combien de temps ils tiennent? Si on part tous là, demain, mais dans 5 ans on peut revenir, hein, et c'est bon, la France elle est à nous. Hein. Ils ne vivent que grâce à nous. Arrêtons. C'est triste, mais ça me déchire le cœur de partir, vous croyez quoi? Bien sûr que ça me fait chier, j'ai envie de vivre ici. Mes ancêtres, ils sont ici. Ma vie, elle est ici. Mais on n'a plus le choix. Il faut le comprendre. Ça ne sert à rien d'attendre. Allez, derrière l'image du sport de force, eh bien, il y a une posture, hein, quelquefois, mais derrière cela, il y a des engagements importants. Je note par exemple votre action de ronde nocturne pour aider les propriétaires de chevaux et s'assurer que les chevaux ne sont pas mutilés, puisqu'il y a malheureusement ce phénomène. Oui, c'est arrivé, là ça s'est calmé. Mais... Une aide gratuite, hein, je précise, parce que ça a son importance. Ça, ce sont des engagements, vous pensez, essentiels. En fait, j'ai jamais communiqué là-dessus sur la chaîne. Vous l'avez trouvé parce que vos confrères d'ActuWise avaient fait un article à l'époque là-dessus. Sympa d'ailleurs. Oui, ils sont très sympas d'ailleurs. Mais en vérité, oui. En fait, moi, je vis à côté de la capitale mondiale du cheval. J'ai moi-même été propriétaire équin, donc j'ai un affect particulier pour les équidés. Mais bon, c'est pas que ça qui m'a... Ça aurait été pour d'autres animaux, j'aurais fait aussi. En fait, moi, ça vaut mieux pour le cow-boy, le cheval. En vérité, oui, voilà. Mais en vérité, c'est pas l'animal vraiment qui m'a ému, c'est les gens. Parce qu'en fait, moi, je me sens, mine de rien, encore aujourd'hui, très proche des Français comme nous, en tout cas, de ceux dans qui on se reconnaît, ils existent. Hein. Faut pas se voiler la face, il n'y a pas que les Français de la télé, les vrais Français, ils existent, ils sont là tous les jours. Et moi, j'ai vu des gens dans la détresse, mais vraiment. Mais vous n'imaginez pas. Il y a des... En fait, pendant cette période où il y a eu les actes de cruauté qui se sont multipliés, vous aviez, à côté de chez moi, à quelques kilomètres, des filles de 18 ans qui dormaient toutes les nuits dans leur voiture. Mais, alors qu'elles travaillent la journée. Mais c'est terrible, moi je peux pas voir ça. Enfin, c'est horrible. Vous aviez des gens, je connaissais des gens qui venaient dormir dans leur voiture ou dans leur pré jusqu'à 4h du matin et ensuite allaient chez eux, se douchaient, partaient au travail, revenaient à 21h. Mais enfin, des filles apeurées dans leur voiture au milieu de la forêt qui flippaient au moindre craquement de manche parce que y avait rien pour les aider, entre guillemets. Donc, mais elles aiment trop leurs animaux pour les laisser comme ça, parce que vous imaginez bien, je pense que tout le monde peut l'entendre. Vous avez un animal de compagnie, peu importe qui soit, vous vous en occupez, vous revenez le matin, il a été mutilé ou égorgé ou quoi, enfin c'est l'horreur. Donc elles préfèrent prendre ce risque et tout. Bon, moi, il se trouve que je suis à côté, j'ai un tout-terrain, j'ai travaillé longtemps dans la sécurité et tout ça, donc j'avais une équipe, entre guillemets, de mecs qui étaient déterminés, qui pouvaient aider. Bon, on a essayé de mettre en place des rondes, voilà, ça n'est qu'un petit coup de main. Parce qu'en fait, nous, on passe à une certaine heure, on change les heures, on passait en tout cas. Bon, ils peuvent passer avant, ils peuvent passer après, vous voyez. Mais ça les rassurait déjà, parce qu'on venait les voir, ceux qui étaient sur place. Tout va bien, tout ça. Elles savaient qu'elles avaient mon numéro, qu'ils pouvaient m'appeler, ou ils avaient mon numéro, ils pouvaient m'appeler si j'habite pas loin, donc je pouvais venir. J'ai jamais communiqué là-dessus, mais il faut pas non plus en faire des caisses. C'est pas un énorme sacrifice que j'ai fait. Hein. Non, mais c'est sympa. Je veux dire, c'est juste. Oui, mais enfin, en fait, c'est normal, normalement. C'est de l'altruisme banal, vous voyez. Ça m'a pas coûté. De l'altruisme moins banal, parce que vous en avez fait une vidéo. Là, cette fois-ci, c'était pas. Ah oui, là, c'est pas la même chose. Hein, c'est autre chose. C'est le coup de pouce à l'association SOS Calvaire. Vous participez personnellement, à ce moment-là, dans cette vidéo, à la construction et à la pose d'une croix de 4 mètres de haut de l'association SOS Calvaire. C'est quoi pour vous? C'est une action de foi ou c'est simplement un acte de défense du patrimoine comme un autre, de retrouver le calvaire au coin des routes? Je pense que d'ailleurs, ça a été exprimé clairement dans la vidéo, c'est les deux, je pense. C'est un acte de foi, mais un acte de foi, c'est toujours personnel, vous voyez. Donc j'avais pas besoin de faire une vidéo pour faire un acte de foi. Donc c'est un acte de foi, et de la part de SOS Calvaire aussi, c'est un acte de foi, évidemment. Mais c'est aussi un acte collectif, parce que pour la collectivité en tout cas, puisque les calvaires, ça fait partie du patrimoine, ça représente une part importante de l'histoire. Il y a des gens qui les ont posés à l'époque, qui sont certainement nos ancêtres. Hein. Donc par respect pour eux, par respect pour notre environnement, enfin, je parle de l'environnement dans lequel on évolue, il faut continuer. Et puis c'est une prise de risque quand on est youtubeur, on essaie de s'adresser au plus grand nombre et faire des actes de foi, faire un signe de croix, se mettre à genoux devant une croix. C'est une prise de risque, c'est pas bon pour le marketing. En attendant, ça a fait 150 000 vues en une semaine. Et j'ai des vidéos où je parle de choses qui sont beaucoup plus banales, qui ont fait beaucoup moins de vues. Il y a énormément de gens qui ont donné qui ne sont pas catholiques.
Donc je pense que c'est une question de présentation, vous voyez. Et puis, il y a beaucoup de grands sportifs qui sont religieux. Hein. Donc quand on voit Tony Yoka qui dit qu'il est musulman, c'est pas une prise de risque. Demain, Canal+ va pas le dessiner, les gens vont pas arrêter de le suivre. Donc Baptiste Marchais, il est catholique. Oui, j'étais déjà catholique avant de faire du bench et avant de faire une chaîne YouTube. Donc bon, à un moment, ça apparaît à l'écran. Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je ne triche pas sur qui je suis. Donc si d'un côté je montre ce que je suis, les cigares, la bouffe, les potes, ce que je suis, c'est aussi, j'ai aussi la foi et de temps en temps ça se voit très bien, j'en ai pas honte. Il faut qu'on arrête parce que le temps est écoulé, je vous écouterai pendant des heures. C'est on a commencé par le bench, par le développé couché, on terminera par lui. Vous continuez. Est-ce que vous faites encore les championnats? Est-ce que tout ça reste parce que vous n'êtes pas arrivé à maturité, si j'ose dire, de votre pas du tout. Pas du tout, c'est un sport à maturité tardive. La plupart des meilleurs athlètes en développé couché sont entre 35 et 40 ans, donc j'ai encore un petit peu de temps devant moi. Je continue ma progression, évidemment, avec d'énormes bâtons dans les roues, puisque aujourd'hui les salles sont fermées, les compétitions sont annulées, etc. Vous avez été blessé en juillet dernier? J'ai été blessé et en fait, ça m'a... En fait, toutes ces histoires m'ont desservi, puisque ça m'a desservi pour mon protocole de récupération, ça m'a desservi pour revenir au niveau derrière. Je ne peux pas derrière refaire une compétition et dire voilà, ça y est, je suis revenu, parce qu'il n'y en a pas. Donc évidemment, c'est beaucoup de problèmes. Encore une fois, moi je me prépare très souvent aux États-Unis, mais là, je suis désolé, mais c'est beaucoup plus pratique de se préparer là-bas. Mon préparateur est là-bas. Mais je ne peux pas y aller, puisque avec le travel ban, on ne peut pas y aller. Donc je suis coincé ici. Donc c'est compliqué, mais évidemment oui, le bench ça reste toujours ma priorité numéro 1, donc ça continue. Et dans ce sport, votre priorité c'est quoi? C'est-à-dire, est-ce que vous avez l'idée de, j'ai déjà été champion de France, j'ai été champion d'Europe, il n'y a plus beaucoup d'autres possibilités au-dessus, il y en a une. Oui, mais en fait non, mais ça m'intéresse. Je sais que vous pensez à champion du monde, mais alors pousser les Russes, pousser les Américains. Oui, mais en fait, c'est... Parce que la France a été, vous me l'avez expliqué tout à l'heure, ça a été un pays qui a été... un grand pays de force, la maîtrise, je l'ai appris il y a un quart d'heure, donc je ramène pas ma science. Non, mais en fait, c'est pas ça, c'est que juste, en fait, bon là je comprends, mais dans ce sport, les championnats, ce n'est pas si important. Vous voyez, c'est surtout votre performance qui compte et votre place dans le classement. C'est un peu comme en boxe, c'est un peu comme en tennis. Vous voyez, si vous faites Roland-Garros et que vous gagnez Roland-Garros, ça vaut plus que d'être champion de France ou champion d'Europe. Vous comprenez? C'est un petit peu pareil dans ce sport. En fait, c'est une question de performance, de record. En fait, les meilleurs au monde ont les records. Ils ne sont pas forcément champions du monde, champions d'Europe. Ce qui compte, c'est d'aller dans des tournois en général où il y a du niveau et de faire de grosses performances. Donc moi, mon but, c'est de grimper dans le classement. À l'heure actuelle, je suis top 100. Bon, là, j'ai dû reculer. Je vais être dans les 140 et quelques parce qu'en fait, vous avez des places qui sont partagées par la même barre. Vous voyez, on est plusieurs à avoir fait la même. Mais bon, en termes de performance pure, je dois être dans les 100 meilleures performances mondiales. Mon but, c'est de monter dans le top 20, puis le top 10, top 5. Après, la première place, on ne peut jamais savoir si c'est possible ou non. Ça va être le meilleur des meilleurs, ça reste complexe. Il ne faut pas non plus se survendre. On verra. Si déjà je fais ce que je veux faire, je devrais grimper dans le top 20 dans les années à venir. Ce serait déjà pas mal, parce que c'est des classements qui sont all-time. Ça veut dire de tous les temps. C'est-à-dire que si vous avez la 20e meilleure performance mondiale de tous les temps, c'est déjà quand même, c'est déjà pas mal, quoi. Vous êtes dans le top 20, je suis en Texas. Allez, merci beaucoup. J'espère. Merci Baptiste Marchais, merci à vous. répondu avec sincérité. Merci.